Lutter contre ces complexes. Et là où ils se sont mis à trembler, il n'y avait pas de quoi trembler. Psaume 53. Un complexe, c'est un doute qui se transforme en douleur. Il est normal de douter de soi et de ne pas être totalement satisfait de l'ensemble de ses caractéristiques. Mais le complexe dépasse largement le stade de l'insatisfaction occasionnelle. C'est la focalisation douloureuse et obsédante, constante ou très fréquente, de l'ensemble de ses pensées sur une partie de son corps jugée disgracieuse ou une dimension de sa personnalité jugée insuffisante ou inadéquate, et qui va perturber notre bien-être moral et notre comportement social. C'est toute l'estime de soi qui souffre, mais le mal-être se concentre sur le complexe. On peut complexer sur tout. Les complexes sont si fréquents et si variés. Un sondage réalisé en 2003 pour le magazine Psychologie a ainsi montré que ce dont on doute le plus, c'est de sa culture, 70%, dont 10% doutent souvent. De ses capacités à s'exprimer correctement, 69%. De ses capacités intellectuelles, 67%. De son aspect physique, 54%. On peut ainsi se focaliser sur ce qui ne va pas, selon nous en tout cas, dans son apparence physique. Il y a les complexes du « trop de » graisse, poils, ceux du « pas assez de » cheveux, taille, muscles, ceux encore du « pas comme il faudrait » peau, nez, seins, ceux enfin du « je ne sais quoi exactement mais ça ne va pas » grâce, démarche, etc. Globalement, l'insatisfaction liée au corps est un très important facteur de déstabilisation de l'estime de soi. On peut aussi se focaliser sur les défauts supposés de ces caractéristiques psychiques. Manque de culture, d'intelligence, de vivacité d'esprit, on ne trouve quoi répondre qu'en moyenne 2 heures après le moment où cela aurait été utile, de charisme, etc. On peut enfin se concentrer sur une intuition insidieuse et générale d'insuffisance. On souffre alors d'un complexe global d'infériorité activé à propos de tout et de rien. C'est une sorte de capacité universelle à complexer, hyper réactive, qui peut se déclencher même lorsqu'on n'est pas en point de mire du regard ou du jugement d'autrui. Par exemple, simplement lorsqu'on se met à admirer les qualités de quelqu'un d'autre. Arrivent alors très vite des pensées négatives sur soi. On ne se contente pas d'admirer, mais on se compare défavorablement et l'on se reproche de ne pas être à la hauteur dans la dimension comparée. Ces complexes d'infériorité sont un terrain infini de souffrance. Ils sont moins spectaculaires que les complexes physiques, mais parfois plus pernicieux encore. Ils témoignent de la certitude obscure et douloureuse d'une insuffisance de soi. Lors de nos thérapies de groupe, il m'arrive de remonter les bretelles de nos patients à ce propos, lorsque nous abordons le problème de la comparaison sociale et des sentiments d'infériorité qu'elle peut induire. En observant les autres participants, la plupart d'entre eux sont convaincus d'être les moins doués du groupe. Lorsqu'ils s'en aperçoivent, cela les fait sourire et réagir. Ainsi, chacun d'eux, même ces autres qu'il admire, se sent inférieur aux autres. Alors, cela veut peut-être dire que ces sentiments d'infériorité sont aussi absurdes qu'inutiles. Mais nous travaillons aussi sur leur tendance à idéaliser les thérapeutes du groupe, médecins, psychologues, infirmières, qui leur paraissent tellement à l'aise par rapport à eux. Là encore, nous leur rappelons que personne ne leur est supérieur en tant qu'être humain, qu'il y a simplement des personnes qui maîtrisent mieux qu'eux certaines habitudes, certaines habiletés. Que les thérapeutes paraissent à l'aise dans l'animation d'une thérapie, quoi de plus normal et banal, et quoi de moins révélateur d'une quelconque supériorité. Un plombier est à l'aise en plomberie, et voilà tout. Un thérapeute est comme un moniteur d'auto-école. Il n'est pas un champion de Formule 1, mais a passé suffisamment d'heures dans des voitures pour savoir, tout de même, quelles fautes éviter et quels gestes cultiver pour conduire correctement. Si supériorité il y a, elle réside dans l'expérience,
l'entraînement dans des domaines précis. Tout ça peut s'apprendre et s'acquérir si on le souhaite. Question de temps et de travail. Il faut juste décider si cela en vaut pour nous la peine. Les complexes sont bien évidemment liés à un déficit global de l'estime de soi. Plus qu'à la réalité éventuelle du défaut qui complexe, parfois réel, parfois imaginaire, c'est la conviction que les autres ne voient que lui et qu'il va avoir des conséquences négatives qui constitue le complexe. À physique égale, certains se mettront en maillot de bain et d'autres non. À culture égale, certains oseront parler dans les dîners, d'autres non. L'objet même du complexe n'est donc qu'une toute petite partie des problèmes liés au complexe. J'ai soigné, en tant que psychothérapeute, des personnes de très petite taille. Certains en étaient très complexés, d'autres, étonnamment vu la valorisation sociale liée à la taille, non. Je me souviens d'un patient d'1,48 m qui me racontait avec humour comment il devait se faire aider lorsqu'il faisait ses courses au supermarché pour que d'autres clients lui attrapent des objets placés sur des étagères trop hautes pour lui. Et comment il avait surmonté ses complexes. Comment il s'amusait même à toujours demander de l'aide à des femmes, si possible, qui lui plaisaient. Il aimait bien badiner avec elles sur le registre de sa taille. J'aime beaucoup les grandes femmes, et cela se passait le plus souvent très bien. Complexe, ce qu'il faut éviter. Les complexes ne sont pas seulement un petit souci, ils sont susceptibles d'entraîner de fortes souffrances. Par exemple, en psychiatrie, ce qu'on nomme la dysmorphophobie, l'insatisfaction maladive de son apparence physique. Comme tous les problèmes liés à l'estime de soi, les complexes, quelle que soit leur source, sont aggravés et chronicisés par les attitudes de soumission et de démission envers les peurs véhiculées par l'insatisfaction de soi. Tout ce qui va dans le sens du complexe est donc à combattre. Obéir au complexe, c'est-à-dire renoncer à s'exposer au regard et au jugement en fuyant les occasions de révéler son supposé défaut. Ne plus parler pour qu'on ne voit pas son manque de culture, ne plus se mettre en maillot de bain, etc. Ne s'exposer qu'une fois le complexe compensé et sous contrôle. Ne prendre la parole que sur des sujets que l'on a planchés au préalable. Ne sortir que maquillé, porter des talonnettes ou une perruque. Sacrifier sa liberté ou sa dignité pour se faire accepter. Beaucoup de destins de souffre-douleur sont liés à des complexes leur faisant craindre d'être rejetés. Ces personnes sont alors prêtes à tout pour être acceptées, même à subir des brimades et des humiliations. C'est une des sources de nombreux comportements de dépendance ou de soumission dans les domaines relationnels, sexuels, etc. Complexe, ce qui marche. Il n'existe pas une solution qui guérisse infailliblement les complexes, mais tout un ensemble d'efforts qui, mis bout à bout, vont peu à peu faire reculer le complexe, ou du moins ses excès. Comprendre, comme toujours, d'où viennent nos complexes. Ambiance éducative globalement dévalorisante, même si elle n'avait pas pour but de rabaisser. Message humiliant des parents. Complexe des parents eux-mêmes. Carence affective. Certains événements de vie. Ai-je déjà fait l'expérience d'un rejet parce que j'avais montré ce dont j'avais honte? Mais dans ce cas, cette expérience est-elle transposable à des années de distance, à d'autres personnes, aux personnes que je côtoie actuellement? Observer les autres. Voir comment des défauts semblables n'empêchent pas d'autres personnes de vivre librement. Essayer de voir comment ils vivent avec leurs défauts et n'essaie pas à tout prix de les cacher. Comprendre que cette liberté, prise avec leurs limites, n'est pas seulement une chance, mais le résultat d'attitudes mentales et comportementales adaptées, comme celles dont nous parlons ici. Parler avec les autres. Les complexes se nourrissent de la honte et de l'isolement. En parler à des proches ne les guérit pas, mais les affaiblit. Et si les autres disent « moi aussi j'ai des complexes », les écouter, les faire parler, les questionner, au lieu de s'enfermer comme une huître en se disant « ils n'ont rien compris,
ils ne se rendent pas compte que moi, mes complexes me bouffent la vie et me paralysent. Même si vous avez raison, à quoi serviront votre agacement et votre repli? Écoutez plus attentivement l'avis des autres lorsqu'ils vous disent que vous n'avez pas de raison de douter à ce sujet. Même si souvent les personnes complexées disent « je sais que pour les autres ça va, mais l'insatisfaction vient de moi », faire l'effort de se rappeler régulièrement les avis positifs extérieurs est bénéfique. Lutter contre la paranoïa du complexe. Non, tous nos échecs ne viennent pas des défauts qui nous complexent. Tous les regards braqués sur nous ne signifient pas que les autres observent nos points faibles. L'intensité des complexes est parfois telle qu'elle pousse à leur attribuer toutes nos difficultés. Faire l'expérience de se confronter, c'est le meilleur moyen d'éroder peu à peu les complexes. En se mettant durablement en situation d'avoir honte, et en le faisant progressivement, sans se violenter, on arrive peu à peu, par des mécanismes d'atténuation progressive de la réponse émotionnelle, à contester plus facilement les pensées liées au complexe. Tout le monde le voit, c'est horrible, je suis ridicule. Élargir le regard sur soi. Se voir comme une personne globale, élargir sa vision de soi et ne pas se réduire à ses faiblesses, ses limites, ses défauts. Ne pas se concentrer sur ses manques. Me rappeler que je ne suis pas qu'un gros tas de défauts. Dans les formes les plus sévères de complexes, celles qui ont abouti par exemple à des troubles des conduites alimentaires, comme boulimie ou anorexie, on a démontré la quasi-incapacité à s'intéresser aux parties harmonieuses du corps et une obsession sur les parties jugées disgracieuses, tandis que c'est l'inverse chez les sujets normaux. La chirurgie esthétique soigne les complexes seulement si elle modifie le comportement. Beaucoup de personnes ont aujourd'hui recours à la chirurgie esthétique, rebaptisée habilement plastique, formulation plus neutre et plus discrète. Il est probable que ce nombre va augmenter très régulièrement dans les années qui viennent en raison des pressions sociales exercées sur l'image du corps. Si bizarre que cela puisse paraître, on ne dispose pas de données claires pour savoir si elle améliore durablement le bien-être psychologique et l'estime de soi. Les rares études effectuées, plutôt positives, émanent des associations de chirurgiens plasticiens américains et sont soutenues par leurs fonds, ce qui pose un problème important. Surtout lorsqu'on connaît les chiffres du marché de la beauté cousue main. 11,9 millions d'interventions recensées pour les seuls États-Unis et pour la seule année 2004. La chirurgie esthétique est efficace sur les défauts physiques, mais l'est-elle sur l'estime de soi? Il est possible qu'elle le soit en facilitant certaines modifications du comportement. En cas de complexe, on sait qu'il est important de s'efforcer d'aller vers les autres, au lieu de se replier sur soi. Les complexes poussent au repli, et le repli nourrit le complexe parce qu'il empêche d'en vérifier les limites et de s'apercevoir que l'on peut être accepté malgré ses défauts. Si l'on observe comment agit la chirurgie esthétique lorsqu'elle est un succès, il semble que cela soit en grande partie parce qu'elle ne modifie pas seulement l'apparence physique, mais aussi l'acceptation de soi. Les personnes convaincues qu'elles sont libérées de leurs défauts et donc qu'on va mieux les accepter, se comportent plus librement, plus naturellement. Du coup, elles connaissent davantage de succès sociaux, sont effectivement mieux acceptées qu'elles ne l'étaient lorsqu'elles étaient précautionneuses, suspicieuses et craintives, lorsqu'elles se surveillaient au lieu d'avancer. Mais ces bénéfices sont davantage dus au changement de comportement qu'à ceux de l'apparence. Finalement, la chirurgie esthétique, lorsqu'elle réussit, agit surtout sur le psychisme, sur l'estime de soi. Cet effet ressemble un peu à ce qui se passe chez ces émouvants patients autodidactes et complexés de l'être qui prennent des cours de culture générale pour se sentir plus à l'aise en société. Lorsque cela les aide, il est clair que ce qui les aide, c'est davantage la confiance liée au sentiment que leur culture leur donne le droit de parler, plus que leur savoir lui-même.
la longue marche pour passer des complexes maladifs aux doutes bénins. Ce qu'on doit rechercher, c'est davantage le zéro complexe que le zéro défaut. D'ailleurs, ce n'est pas non plus zéro complexe qu'il faut viser, mais simplement ne plus avoir que des simples doutes sur soi, que l'on pourra choisir de ne pas écouter ou d'écouter parfois. Il vaut mieux avoir en vue l'objectif de restaurer sa liberté de mouvement plutôt que de s'approcher d'un fonctionnement parfait. Le but, c'est finalement d'avoir le choix de montrer ou non ses défauts. Les complexes n'offrent pas ce choix, ils nous forcent à nous cacher. En général, la lutte contre les complexes est un combat de longue haleine, dont l'évolution passe par les phases suivantes. On y pense tout le temps, même hors des situations déclenchantes. On n'essaie pas d'affronter, trop douloureux. Puis, on n'y pense plus tout le temps, mais seulement face aux situations déclenchantes. On essaie d'affronter, c'est douloureux. Peu à peu, on reste affecté par des situations déclenchantes, mais on arrive tout de même par moments à oublier les complexes, à s'affranchir de cette hyperconscience de soi douloureuse. Enfin, on arrive à ne plus guère être touché par eux, sauf lorsqu'on est confronté à des super-héros très beaux ou très intelligents. Comme cela n'arrive pas tous les jours, on peut souvent en rester là. Le plus dur finalement avec les complexes, c'est de sortir du bois. Lorsqu'on a caché toute sa vie un morceau de soi, même à partir du jour où l'on a compris qu'il ne faut plus le cacher, comment sauter le pas? Comment ne plus porter de perruque, ne plus se teindre les cheveux, et risquer d'attirer alors l'attention sur soi, ce à quoi on n'est pas habitué? Comment ne plus observer le silence dès qu'un plus diplômé, plus intelligent, plus brillant entre dans la pièce, et risquer alors de dire parfois des bêtises, comme tout le monde? Alors que finalement, le complexe et le silence qu'il nous imposait, c'était un moyen radical pour ne jamais dire de bêtises. C'est souvent là que les efforts de changement sont les plus délicats à conduire en thérapie. Se remettre à prendre le risque des regards et des jugements sur soi permet certes de retrouver la liberté et ses immenses avantages, mais aussi, au passage, d'hériter de quelques-uns de ses petits inconvénients. Plus on s'est montré doué dans l'art de donner le change et de faire semblant, plus on se trouve piégé par ses complexes, comme un menteur par ses mensonges. Il faut le savoir, car c'est souvent ce qui bloque une fois que l'on est décidé et motivé à s'en sortir. C'est souvent sur ce point précis qu'un thérapeute peut apporter de l'aide. Moralité, ne pas se cacher tout entier pour dissimuler seulement un petit morceau de soi-même. Finalement, les deux grandes directions de la lutte anticomplexe sont d'une part l'acceptation de ce morceau de soi supposé inadéquat et d'autre part l'élargissement du regard sur soi. Ne pas considérer que cette partie de soi qui ne nous plaît pas, ou pire, est au cœur de nous-mêmes. Elle n'en est qu'une partie, qui ne mérite ni la surexposition que notre imagination lui accorde, ni la dissimulation que notre honte lui impose.